Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai et j'ai lu pas mal de livres puisque j'en ai lu 16 ce mois-ci. J'ai eu de très bonnes lectures, j'ai eu des déceptions, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Comme d'habitude, pas d'ordre particulier, juste on va commencer par ceux que j'ai lus en livre numérique et donc que j'ai pas avec moi. Il y en a qu'un ce mois-ci et c'est Catfish Rolling que j'ai absolument adoré. Ça a été une super découverte. Et dans ce livre-ci, en fait, il y a, je crois que c'est à peu près il y a plus de 8 ans, il y a un tremblement de terre qui se passe et c'est un tremblement de terre qui est tellement violent qu'il va en briser le temps lui-même. Et à partir de ce moment-là, il y a des zones qui vont se créer, les fast zones et les slow zones, donc des zones où le temps passe plus lentement et des zones où le temps passe plus vite. Et tout ça, ça se passe autour du mythe du poisson-chat, donc le poisson-chat qui, quand il se retourne sous la terre, crée ces tremblements-là. Et notre personnage principal est à la recherche de sa mère qui a disparu au moment de cet énorme tremblement de terre et donc elle explore ces time zones à la recherche de sa mère, sauf qu'un jour son père va y disparaître à son tour et elle va être obligée de s'enfoncer aussi, le plus profond qu'elle n'a jamais été pour partir à sa recherche. Et c'est un livre qui était extrêmement intéressant dans le sens où il vient évoquer avec énormément de justesse, d'émotion et de poésie les thématiques du deuil et de la mémoire, de la manière en fait dont le temps qui passe affecte la manière dont on gère la perte d'un être cher. Il y a des gens qui vont vouloir essayer d'oublier le plus vite, il y a des gens qui vont s'accrocher aux souvenirs de ces personnes toute leur vie pour ne jamais avoir à réellement faire leur deuil. Et c'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à Annihilation, à Mexican Gothic ou à Tant que le café est encore chaud. Par contre, il faut savoir que c'est un livre qui peut être frustrant pour certaines personnes dans le sens où c'est pas vraiment l'exploration des time zones et le mystère des time zones qui a pour objectif d'être résolu dans le livre, mais c'est vraiment de parler de la thématique du deuil et de comment est-ce que les gens vivent la perte d'un être cher ou le passage du temps en règle générale. Donc voilà, c'est un livre qui va vous laisser avec des questions sans réponse à la fin par rapport au fonctionnement des time zones, leur origine et tout, parce que l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est d'avoir des conversations assez profondes sur des sujets assez philosophique parfois et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-ci mais qui peut être frustrant pour d'autres personnes. J'ai ensuite lu Kaiju numéro 8, le tome 3 et j'aime toujours autant ce manga, vraiment c'est super drôle et en même temps l'univers des Kaiju, je trouve ça fascinant vraiment. Plus ça avance et plus je suis à fond dans l'intrigue et c'est pas que le côté humour en fait qui me plaît, c'est vraiment la totalité, les personnages, le développement des personnages, l'esthétique des Kaiju, les plot twists. Vraiment j'adore, je les dévore, j'ai les tomes 4 et 5 que j'aimerais bien lire ce mois-ci. En lecture beaucoup moins fun, j'ai lu Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau, donc le livre sur cette jeune femme qui a été envoyée enfant avec sa famille, donc il y avait son père et son frère, dans un camp de concentration et c'est la seule à en être revenue. C'est des récits qui sont extrêmement poignants. C'est le genre de livre, ça fait bizarre à dire comme ça, mais c'est les livres qui m'ont fait aimer la lecture quand on nous a fait lire ça quand j'étais plus jeune. C'est la première fois où je lisais des livres qui me faisaient ressentir autant de choses et où je me suis dit ok, la lecture ça me fait ressentir des choses. Bon, avec cela c'était des sentiments horribles, on va pas se mentir, mais voilà, c'est la première fois où je me suis dit c'est le genre de lecture qui me transporte et qui me touche réellement et c'est encore le cas à l'heure actuelle et c'est des récits qui sont extrêmement importants vis-à-vis du devoir de mémoire. Après, j'ai voulu lire un classique de la littérature qui me tentait depuis super longtemps et que j'avais toujours repoussé et c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J'ai été très agréablement surprise, honnêtement je ne pensais pas du tout autant aimer. J'ai bien accroché avec la plume, j'ai accroché avec l'histoire que je trouve très actuelle malgré le fait que ça ait été écrit dans les années 1950 il me semble, oui c'est ça, 1953. C'est un livre qui est encore vraiment d'actualité, voire peut-être de manière assez effrayante on va dire, et ouais, assez contente de l'avoir lu et pas du tout déçue de l'ouvrage. Après, depuis le temps que je voulais lire le prix Nobel de la littérature Kazuo Ishiguro, je me suis enfin lancée dans Clara et le soleil qui me tentait déjà en VO, mais que j'ai trouvé en poche en fait à l'aéroport. Et en fait je ressens cette sorte de besoin quand je suis à l'aéroport d'acheter un livre même si j'en ai déjà 25 000 parce que si je rentre dans un endroit où il y a des livres, je peux pas ressortir avec rien. Et donc j'ai vu qu'il était traduit en français, j'ai dit je le prends, je l'ai entamé direct, je l'ai lu pendant mon voyage dans le sud de la France et en Italie et j'ai trop aimé. C'est un livre sur, pour vous donner le résumé, sur des amis artificiels, des AA, ça s'appelle les amis artificiels, qui sont en fait des robots intelligence artificielle qui sont créés pour servir d'accompagnants et d'amis à des enfants. Et notre personnage, Clara, elle va se retrouver dans la famille d'une petite fille qui est malade et petit à petit elle va se rendre compte que dans cette famille il y a énormément de secrets et on va voir Clara qui fait de son mieux pour essayer de venir en aide à cette petite fille. Et c'est un livre qui est très intéressant sur l'intelligence artificielle, sur l'émotion et l'humanité que peuvent avoir aussi ces intelligences artificielles. Et les limites que ça a aussi, mais c'est surtout un livre sur de l'amitié
et sur une famille qui est brisée et qui essaie de se reconstruire et voilà. J'ai beaucoup aimé. Ça n'aura pas été un 5 étoiles mais j'ai vraiment envie de lire plus de livres de cet auteur parce que j'ai trouvé ça très intéressant, très bien écrit et ça aborde des thématiques qui me parlent beaucoup. J'ai aussi lu Before Your Memory Fades de Toshikazu Kawaguchi, donc le tome 3 de Tant que le café est encore chaud. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas avant que le café soit encore chaud parce que ça ne veut rien dire. Et j'ai bien aimé, mais j'avoue que je commence peut-être un petit peu à me lasser en fait de cette thématique. J'ai pas autant accroché au personnage que dans les autres. C'est encore une fois un livre sur les thématiques du deuil et du voyage dans le temps. Mais je sais pas, il m'a laissé un petit peu plus de marbre que le premier tome par exemple. Donc ouais, je pense que j'ai peut-être fait le tour de ces livres-ci et j'arrive plus à être transportée de la même manière, même si encore une fois je trouve que c'est intéressant et j'ai aimé lire le livre, j'ai passé un bon moment. Après coup, je me dis que j'ai pas été transcendée outre mesure. En termes de BD, j'ai lu le tome 2 de The Mortal Instruments publié aux éditions PKJ et j'aime bien vraiment, j'ai lu les 2 autres sagas dans cet univers-là déjà, mais j'avais jamais lu la saga principale, me demandez pas pourquoi, parce qu'en fait comme j'avais vu la série je pense, j'avais pas particulièrement envie de lire les livres et j'aime beaucoup la découvrir à travers les tomes en BD comme ça, même si bon encore une fois on connaît la thématique frère-sœur et tout un petit peu bizarre dans ce livre-ci, mais j'aime vraiment beaucoup ce format pour la découvrir. Là on est sur une adaptation d'une BD en roman avec les sortilèges de Zora de Eva Greenspan, donc d'après la BD de Judith Peignan et Ariane Delrieux, publiée aux éditions Rajo. Et la BD me faisait très envie quand j'ai vu que Rajo la sortait en roman, je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit super vite et en plus de ça il y a des petites illustrations, des extraits du journal de Zora à l'intérieur. Et j'ai trop apprécié ma lecture, vraiment c'était une lecture fun, une lecture douce, une lecture rigolote et j'ai passé un trop bon moment. C'est une lecture jeunesse mais pour le coup je l'ai pas du tout ressenti comme ça quand je l'ai lu, j'ai juste apprécié ma lecture à fond. Publié aux éditions Phoebs, j'ai lu The Second Death of Eddie and Violet Bond de Amanda Glaze et j'ai bien aimé sans être transcendée. Par contre j'ai trouvé que les propos du livre étaient extrêmement intéressants puisque en gros, pour vous dire le résumé, en fait ça se passe à Sacramento dans les années 1885 et on y suit 2 sœurs jumelles, Eddie et Violet Bond, qui depuis leurs 17 ans sont des médiums qui sont assez puissantes, sauf que leur père qui est pasteur veut les faire interner. Voilà, il dit en gros on va vous débarrasser du démon. Donc du coup elles se sont enfuies et on a Violette qui sait ouvrir le voile qui sépare la vie de la mort et Eddie qui elle est capable de le traverser pour arpenter le monde des esprits. Et donc après leur fugue, Eddie et Violette ont rejoint une communauté soudée de femmes qui sont poétesses, actrices, musiciennes, oratrices et en fait qui cherchent à faire entendre leur voix sous couvert des esprits. Donc elles se font passer pour des personnes connues, des esprits de personnes connues pour pouvoir faire entendre leurs revendications féministes et ça c'était une partie très intéressante et très développée de l'ouvrage que j'ai beaucoup apprécié sur comment est-ce que les femmes essaieront toujours de trouver des moyens pour se faire entendre dans une société patriarcale et tout bonnement sexiste, on va pas se mentir, et ça leur permet donc de dire au public ce qui est normalement interdit. Sauf qu'un soir, le numéro de Violette tourne au désastre et Eddie se rend compte que l'esprit qui est responsable de la mort de leur mère est entré dans le monde des vivants. Alors qu'elle enquête, elle va réaliser que des médiums sont prises pour cible par un tueur en série et que si elle ne le démasque pas très vite le coupable, sa sœur et elle pourraient bien être les prochaines. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça ne sera pas un coup de cœur, mais c'est un ouvrage qui mêle assez bien le côté frisson des esprits et le propos hyper intéressant du féminisme, surtout à cette époque-là. On enchaîne avec une grosse déception et c'est Tous nos étés de Carly Fortune, publié aux éditions Robert Laffont Québec. C'est Every Summer After en VO il me semble et vraiment, quelle déception. Encore une fois, un livre dont je ne comprends pas la hype, qui pour moi romantise des comportements qui ne sont pas normaux. Certes, l'autrice dit dans ses remerciements qu'elle est là pour écrire des personnages qui sont tout bonnement imparfaits. Il y a une différence entre imparfait et détestable, selon moi. Et ouais, je comprends pas la hype. Pour vous donner le résumé, c'est écrit 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. On dit qu'il est impossible de défaire ce qui a été fait. Pour Persephone Fraser, qui a commis la plus grande erreur de sa vie il y a 10 ans, cela semble vrai. Depuis, elle a dit adieu aux étés lumineux au bord du lac de son enfance. Elle passe désormais tous ses étés dans son appartement en ville, sortant avec des amis et gardant tout le monde à une distance respectable de son cœur, jusqu'au jour où elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry's Bay dans l'orbite de Sam Florek, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Tous nos étés racontent en alternant entre hier et aujourd'hui comment Percy et Sam sont devenus inséparables, et même plus, ensuite pour se séparer. Est-ce que leur attirance mutuelle pourra faire oublier les erreurs de Percy ? Déjà, premier truc qui m'a dérangé dans ce livre, les problèmes de temporalité.
quand on passe entre le passé et aujourd'hui, on ne sait pas réellement à quel moment on est. Il y a plein d'incohérences dans le récit. C'est même pas ça qui m'a dérangée. Déjà, bon, la plume est assez plate. C'est vraiment écrit comme un article de journal et la nana, l'autrice, est aussi rédactrice en chef. Et vraiment, j'ai ressenti une plume très plate. Il y a un moment où elle parle de son travail dans le livre Percy. On aurait dit une lettre de motivation. Mais vraiment. Il y a plein de phrases aussi où elle va faire des descriptions à rallonge qui pour moi sont pas utiles. Mais surtout, le truc qui m'a fait vraiment pas du tout apprécier ma lecture, c'est le personnage de Percy. Je veux dire, la nana, elle est pas juste imparfaite, elle est détestable, vraiment, elle est égoïste. Sa meilleure amie s'inquiète pour elle, elle l'appelle, elle lui envoie des SMS, la nana la ghost pendant des jours et ne décide de l'appeler que quand elle a besoin d'aide. Elle a besoin de parler et tout, donc elle l'appelle, alors que ça fait 3 jours qu'elle l'ignore, sans lui donner de nouvelles. Enfin vraiment, c'est déjà le genre de truc qui m'horripile, les personnages comme ça, qui prennent ce qu'ils ont à prendre, mais qui ne donnent jamais en retour. Pareil, sa meilleure amie d'enfance, à qui elle a dit des trucs horribles, la nana, elle lui dit « Oui, appelle-moi quand tu seras prête à t'excuser. » Eh bah Percy, elle l'a jamais rappelé, hein. Elle a dit « Je serai jamais, en gros, je m'en fous. Je fais l'autruche. » Mais madame, non, c'est pas possible. On en parle aussi de la manière dont elle traite son premier petit ami dans le livre, mais odieuse. Et alors, on est d'accord, hein, elle est jeune, mais elle a quand même 18 ans. Et à 18 ans, si t'es pas déjà un petit peu mature vis-à-vis de ça, tu le seras jamais. La preuve, c'est que même 15 ans plus tard, elle a zéro maturité en fait. Si au moins elle avait évolué entre ses 18 ans et ses 30 et plus années maintenant, à la limite, mais non. Elle a toujours le même manque de maturité, elle passe son temps même adulte à rabattre les femmes qui gravitent autour d'elle, à dire « Oh là là, ouais, mais elle, c'est sûr, elle est pince sans rire, c'est sûr, elle se réveille dans son tailleur le matin et tout. » Mais vraiment, je la trouve vraiment détestable, Percy. Je ne comprends pas ce qu'on lui trouve. Et Sam, c'est pareil, enfin, je veux dire, il fait plein de trucs, je me dis, mais à quel moment c'est un book boyfriend? Mais aussi, on en parle de Charlie, le frère du mec de Percy, là, le frère de Sam. Déjà, le mec a des remarques sexistes et cringe environ 90% du bouquin. Et ensuite, sur la fin, il se passe des trucs. Je me dis, mais à quel moment c'est ok d'écrire des trucs malsains comme ça, là? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Je pense que vous le voyez sur mon visage, mais vraiment, je sais pas, je pense que les seuls livres de romance qui sont faits pour moi, c'est les Emily Henry, parce qu'à chaque fois que je tente autre chose, je me dis, mais à quel moment les relations toxiques comme ça, c'est du 4,25 sur 5 sur Goodreads avec 300 000 avis. J'arrive pas à comprendre. Ma lecture feel good du mois, c'était If You Could See the Sun de Anna Liang. C'est mon copain qui me l'avait offert et je l'ai entamé en livre audio juste après que Mathilde m'ait dit qu'elle l'avait commencé. Et moi j'avais juste lu le premier chapitre en papier et elle m'a dit franchement fonce parce que le livre audio est incroyable. Et je suis d'accord, franchement j'ai passé un trop bon moment. C'est un livre sur... J'aurais peur de mal vous le résumer, donc je vais lire le résumé puisqu'il y a un truc de Rivals, Academic Rivals to Lovers, il y a un truc d'invisibilité, bref, je vous le lis parce que sinon je vais vous donner le résumé dans tous les sens. On y suit donc le personnage de Allison qui s'est toujours sentie invisible dans son école d'élite de Beijing, qui est une école internationale, où elle est la seule personne à avoir une bourse dans tous les autres, dans une marée d'autres élèves qui sont tout simplement ultra riches. Mais elle a un plan, elle veut être en gros toujours la meilleure de la classe pour pouvoir intégrer des universités prestigieuses, donc avoir un job incroyable et surtout pouvoir enfin être indépendante financièrement et sortir sa famille de la pauvreté. Sauf que ses parents finissent par lui dire qu'ils ne peuvent plus payer les frais de scolarité même avec l'aide de la bourse. Mais c'est pas le plus gros des problèmes d'Alice puisqu'elle commence à devenir invisible de manière assez incontrôlable. Mais elle va rapidement réaliser que ça lui offre aussi l'opportunité d'avoir accès aux secrets des autres élèves. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir un plan, ça va être d'offrir ses services d'invisibilité pour pouvoir trouver les informations que ses camarades de classe veulent obtenir. En gros, elle va être en mode détective privé grâce à son invisibilité, sauf qu'elle va devoir s'allier avec son partenaire Henry, qui est aussi son academic rivals, et donc ça va déboucher sur un rapprochement peut-être entre les deux personnages. C'était vraiment très drôle, très cocasse, très mignon, et en même temps, il y avait beaucoup de problématiques intéressantes qui étaient abordées sur la pauvreté, sur le fait de pas se sentir à sa place, sur le fait de toujours se remettre en question, de se sentir invisible, et j'ai énormément apprécié. Parmi mes coups de cœur du mois, on a The Serpent and the Wings of Night de Cassandra Broadbent, donc Crowns of Nyaxia Novel, et comme vous pouvez le voir au niveau d'annotation que j'ai mis sur ce livre-ci, on est sur un bon coup de cœur. C'est l'autrice aussi qui a écrit Daughter of No World, que j'avais beaucoup aimé. Mais celui-ci, c'est le début d'une grosse saga, puisque ça va être 3 fois des duologies. Donc une duologie par maison qui sont mentionnées dans ce livre-ci. Et surtout, le premier tome va être traduit en français
en novembre il me semble, et je peux que vous conseiller de foncer si vous ne lisez pas encore en VO. Si vous lisez en VO, foncez dès maintenant parce que c'est trop bien. Et celui-ci, ça nous raconte l'histoire de Oraya, qui est la fille adoptive humaine du roi des vampires. Et elle a toujours voulu créer sa place dans ce monde qui veut la tuer. Sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie, c'est de participer au Kejari, qui est un tournoi légendaire tenu par la déesse de la mort elle-même. Sauf que bien évidemment, ça va pas être facile de gagner puisqu'elle va devoir se battre contre les pires guerriers des 3 maisons vampires. Pour survivre, Oraya va donc devoir former une alliance avec un mystérieux rival. Tout à propos de Rain est dangereux, c'est un vampire sans merci, un tueur efficace et surtout l'ennemi de la couronne de son père. Et puis surtout, sa plus grande compétition. Et pourtant, ce qui terrifie le plus Oraya, c'est qu'elle est irrémédiablement attirée par lui. Mais il n'y a pas de place pour la compassion dans le Kejari, puisque la guerre pour le trône de la nuit est en train de se développer, entre guillemets, je sais pas comment traduire. Et c'est en train de détruire tout ce que Oraya croyait savoir sur sa maison. Et Rain la comprend peut-être mieux qu'elle ne le pensait, mais leur attraction naissante pourrait causer sa perte dans un royaume où rien n'est plus mortel que l'amour. Oh, c'était trop bien! C'était trop bien. Dans ce livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a aucun passage inutile. Réellement, il n'y a aucune phrase que j'aurais enlevée, aucun passage qui pour moi ne sert à rien. Tout est nécessaire, tout est utile. Elle va pas rajouter ces moments où les personnages se prennent la tête, disent des trucs horribles, juste pour pouvoir avoir des retournements de situation dans l'intrigue, je sais pas. C'est vraiment savamment écrit et très réaliste. Je peux que vous le recommander, je sais même pas vraiment comment expliquer mon coup de cœur pour ce livre. Et du coup, j'ai enchaîné directement avec le tome 1.5, Six Scorched Roses, qui est sur, en fait, ça nous introduit à 2 personnages qu'on va retrouver dans la suite, dans le tome 2. Et j'ai adoré ces personnages-là, j'aurais préféré que le livre fasse 300 pages en fait, tellement j'ai apprécié ces personnages-là, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré le fait d'avoir dans celui-ci une jeune femme qui est très terre à terre, beaucoup dans la science et qui se retrouve à devoir travailler qu'un vampire, puisqu'en gros on y suit le personnage de Lilith qui était mourante depuis le jour où elle est née en fait, mais ça fait longtemps qu'elle a fait la paix avec sa mort imminente et la mort de tous les gens qu'elle aime autour d'elle. Sauf que quand tous les gens de son village commencent à mourir d'une sorte de maladie créée par un dieu, eh bien elle va décider de prendre les choses en main elle-même. Elle va être désespérée de trouver un remède en fait à cette malédiction. Et elle va donc passer un deal avec la seule chose que les dieux détestent plus que son village, qui est un vampire, Vale. Et elle va lui offrir 6 roses en échange de 6 petits flacons de son sang, qui est pour elle le seul moyen de sauver tout le monde. Sauf que quand une simple transaction se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond, eh bien Lilith va devoir faire face à une terrible réalisation. C'est très dangereux de graviter autour d'un vampire. Je garde mon plus gros coup de cœur du mois pour la fin. Et du coup, romance que j'ai vraiment aimée ce mois-ci, encore une fois Emily Henry, puisque j'ai lu Happy Place. Pour une romance que j'ai bien aimée ce mois-ci, on a Happy Place de Emily Henry. Bon, c'est Emily Henry de toute façon, donc j'aime à peu près tous ses livres. Celui-ci, ça sera pas mon coup de cœur, celui que j'ai le plus préféré de tous ces romans. Par contre, j'ai quand même passé un bon moment. On y suit dans celui-là 2 personnages, Harriet et Win, qui étaient le couple parfait. Ils étaient fiancés depuis 7 ans jusqu'au jour où Win va rompre avec Harriet en 4 minutes au téléphone. Donc déjà, vous vous dites bien pourquoi est-ce que Win, c'était pas mon personnage favori dès le début. Voilà, ils iront avec elle en 4 minutes. Sauf que là, ça fait quelques mois maintenant qu'ils sont séparés, mais ils n'ont pas encore réussi à le dire aux gens autour d'eux et à leur bande d'amis avec qui ils sont très très proches parce qu'ils ont tous grandi ensemble. Et Harriet était invitée à venir passer les vacances, leurs vacances qui se font tous les ans ensemble dans une villa. Et sauf que quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que Win est là aussi. Et comme ils l'ont annoncé à personne qu'ils ont rompu, ils vont devoir faire semblant d'être toujours ensemble. Et bien évidemment, ça va très vite devenir compliqué pour eux de gérer tout ça. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-ci, c'est la représentation de la dépression, la représentation de la santé mentale, le fait que parfois c'est pas juste pas le bon moment en fait pour 2 personnes pour être ensemble et qu'elles pourront se retrouver plus tard une fois que chacun aura été capable de faire un travail sur soi-même. Après, je trouve qu'il y a des choses qui ont été mal amenées selon moi et qui font que j'ai du mal à pardonner à certains personnages la manière dont ils ont traité d'autres personnages. Et c'est ce qui fait que ça sera pas un coup de cœur pour moi et pour d'autres ça l'a été parce qu'il y a des gens qui arrivent à passer outre certaines choses et moi j'y arrive pas, je vais faire une fixette là-dessus. C'est ce qui fait que c'est pas un coup de cœur, mais pour le coup je pense que c'est vraiment une romance qui va plaire à énormément de monde. C'est un peu Emily Henry, les romances passe-partout entre guillemets, parce que j'ai l'impression que je pourrais les recommander à énormément de monde et être à peu près sûre que ça leur plaira. On enchaîne avec une BD et c'est Sophia de David Tosello,
qui est un livre sur une jeune femme qui va malencontreusement réussir à s'uploader sur le web sans faire exprès. Et c'est un livre qui explore énormément de thématiques intéressantes, donc sur l'expansion du web, les gens qui ne vivent plus que par le numérique, ne plus réussir à profiter de la réalité à cause des choses que nous fait vivre Internet. Il y a aussi le fait de réussir à vivre plus longtemps. Il y a aussi toutes les thématiques autour des haters, autour du fait de réussir à vivre indéfiniment pour les gens qui commencent à tester des trucs comme uploader leur conscience sur le web. Bref, plein de thématiques très intéressantes qui sont abordées avec humour et légèreté quand même dans cette petite BD. Donc vraiment j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de lire la suite parce que je trouve que la fin est par contre un petit peu frustrante. Et on termine avec mon coup de cœur du mois qui est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Celui-ci, j'avais très envie de le lire parce que je le voyais passer partout sur TikTok, mais le problème avec TikTok c'est que généralement je suis assez déçue par les livres qui sont hypés et du coup je partais vraiment sans trop d'attente jusqu'à ce que Lauralie commence à le lire et me dise c'est incroyable, il faut que tu le lises. Je l'ai enchaîné direct et j'ai adoré. C'est un livre qui n'est pas parfait honnêtement, il y a des choses qui m'ont perturbée pendant ma lecture, mais c'était tellement incroyable tout le reste que ça ne m'empêche pas de mettre 5 sur 5 et de dire que c'est un coup de cœur. Pour vous parler du résumé, on y suit le personnage de Violette qui a 20 ans et qui était censée rentrer dans la section des scribes pour se former et vivre une vie, une vie simple au milieu des livres et de l'histoire. Sauf que c'est la fille de la générale commandante et elle va ordonner à Violette de rejoindre la section des riders, donc ceux qui chevauchent les dragons, et où tu as environ, on va dire, 80% de chances, voire 90% de chances de mourir durant tes 3 ans de formation. Et en plus de ça, quand on est plus petit que tout le monde et que notre corps est fragile, la mort n'est toujours qu'un battement de cœur, parce qu'en plus les dragons ne se lient pas avec des humains fragiles, ils les brûlent. Et avec de moins en moins de dragons qui ont envie de créer un lien avec des humains, la plupart des autres riders tueraient Violette pour avoir de meilleures chances de succès, et les autres la tueraient tout simplement parce qu'elle est la fille de sa mère, comme Xaden Ryerson, qui est le plus puissant et sans merci wing leader de la section des riders. Et en gros, elle aura besoin de sa capacité à réfléchir intelligemment et rapidement pour pouvoir voir le prochain lever de soleil. Et pourtant, avec chaque jour qui passe, la guerre à l'extérieur devient de plus en plus mortelle, les protections autour du royaume commencent à ne plus fonctionner et les morts annoncés chaque matin ne font qu'être plus nombreux. Encore pire, Violette commence à suspecter qu'un terrible secret est caché par le commandement. Et vraiment, ce livre-ci, je l'ai adoré pour tellement de raisons différentes. Déjà, on a la représentation d'un handicap invisible, puisque comme dit dans le résumé, Violette c'est quelqu'un d'assez fragile physiquement. Ça veut pas dire qu'elle est fragile mentalement, au contraire elle est pleine de ressources, mais c'est quelqu'un qui est fragile physiquement parce qu'il me semble qu'en plus la maladie de Violette est basée sur la maladie de l'auteur, qui est une maladie qui en fait crée de la douleur chronique et qui rend les articulations, les os, la personne entre guillemets, moins solide. Et donc on se retrouve avec un personnage qui, pour compenser tout ça, est pleine de ressources, a toujours une manière de penser qui est extrêmement intéressante. Elle pense très vite, elle réfléchit très vite, très intelligemment, et ça j'ai adoré. C'est une personne qui est très silencieuse parce qu'elle prend le temps de réfléchir pour survivre, et ça change un petit peu. C'est pas la nana qui va agir direct, qui va poignarder tout le monde, au contraire elle est super forte avec ses dagues, mais elle va toujours essayer de ne jamais recourir à la violence si elle peut. Xaden, qui est le personnage masculin, je l'adore. C'est un personnage qui va toujours essayer de pousser Violette à utiliser son plein potentiel. Il va jamais essayer de la protéger en disant non mais reste dans un coin, protège-toi machin. Non, il va lui dire t'es pleine de ressources, utilise tes ressources et protège-toi toi-même. Et j'aime bien, c'est rafraîchissant. Vraiment, la relation entre les dragons et les riders est juste incroyable. Les scènes d'action sont pépites, honnêtement, vraiment dingue, j'ai adoré. Bref, tout est génial, les retournements de situation sont top. L'univers étendu qu'elle a créé dans le tome 1 est incroyable et je pense que la suite va être tellement riche parce qu'il y a beaucoup de choses dont on nous parle dans ce tome 1 et qui vont être probablement développées d'une manière époustouflante dans la suite. Il y a un potentiel de dingue avec ce livre. Il a déjà été exploité dans le tome 1 et je pense qu'il sera encore mieux exploité dans le tome 2. Donc je peux que vous recommander ce livre, vraiment. Si vous aimez la fantasy avec de la romance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la romance avec de la fantasy, je suis pas du tout d'accord. Certes, il y a de l'alchimie entre les personnages et il y a de la romance dans le livre, mais le cœur de l'ouvrage, c'est la fantasy. Donc bon, si vous cherchez de la fantasy avec de la bonne romance, foncez. Et voilà qui conclut donc mon bilan lecture du mois. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que j'aurai d'aussi bonnes lectures le mois prochain. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.